Naissance, 20 août 1897, un peu plus au sud. Au cœur du jour blanc où il marche, un garçon voit le jour en Norvège, dans une ferme du Télémark. On le nomme Tarjei Vesaas. Bientôt, c'est un enfant tranquille qui, plus que tout, veut écrire. Jeune homme, il brûle son premier manuscrit, refusé, s'acharne, finit par être publié. C'est un écrivain, déjà. Cet homme naît ce jour-là, à quelques centaines de kilomètres du lieu où errent les trois explorateurs. Un écrivain dont le chef-d'œuvre, le palais de glace, évoque une chute d'eau glacée, architecture complexe et miroitante, palais naturel où l'on peut se perdre et découvrir une succession de grottes lumineuses, les unes dans les autres enchâssées. L'homme naît cette nuit-là, cette nuit de lumière vive qui se penche vers la nuit, est celui qui érigera à la glace le plus fascinant des monuments. Un monde magique fait d'aiguilles et de dents, de dômes galbés et de coupoles givrées, de courbures douces et de guipures alambiquées. Cette cascade fascine une petite fille qui, pour la rejoindre, fait l'école buissonnière. Elle veut approcher ce lieu qui ressemble tant à un secret. Dans l'épaisseur translucide de la glace, elle observe les feuilles, les pierres, les courbures fines des fougères. Elle cherche son propre visage. Se glissant dans une fissure, elle pénètre dans la chute gelée. Elle tâte les murs, écoute le silence. Elle appelle et reçoit, avec un frisson, l'écho de sa propre voix. Elle pénètre dans une véritable forêt où l'eau a façonné des troncs et des branches de glace. Elle n'a jamais rien vu de tel. Elle passe, ainsi, de grotte en grotte, se glisse dans des failles de plus en plus étroites, mais aucune salle qui s'ouvre devant elle ne ressemble à la précédente. Croyant revenir sur ses pas, elle s'enfonce plus profond encore. Elle panique, tourne en rond, appelle, se refroidit, se décourage. À mesure qu'elle avance dans les profondeurs de la glace, elle renonce à chercher à en sortir. Quelque chose en elle s'éteint. Une flamme soufflée, une vigilance qui cède, et quelque chose d'autre s'ouvre. Une énième porte menant à un cœur inaccessible, dans lequel elle sombre tout entière. Elle ne cherche plus la fuite, n'oppose plus de résistance. Elle omet de regarder derrière elle, de tenter de comprendre la configuration des lieux, ne prête plus attention qu'à la lumière bleutée, au son des gouttes contre les parois, vaguement rassurant, vaguement familier, qui lui pénètre le crâne et joue à l'intérieur l'amorce d'une musique. Elle retrouve sur cet écran blanc quelque chose d'une très vieille mémoire, qui la tient et la berce. Et puisque le froid anesthésie, puisqu'on dit qu'il insensibilise les sens et la conscience, on peut penser qu'elle meurt un peu comme on s'endort, au cœur de son désir devenu son tombeau qui ne cesse, jusqu'au bout, de l'émerveiller. Journal d'André, 22 août 1897. Ici, il ne saurait être question de formation régulière soumise à quelques lois. Un canal se transforme au moment même où nous venons de le traverser. 5 minutes plus tard, c'eût été impossible. Le flac flottait à vive allure et tout craquait autour de nous. C'est une grandiose et bien étrange impression. La journée a été extrêmement belle. C'est peut-être la plus belle que nous ayons encore eue. À l'horizon exceptionnellement clair, nous avons vainement cherché la terre de Gilles. La limpidité de l'atmosphère a permis à Strindberg de prendre la hauteur de la Lune. Il observa sur la neige des halos dont l'intérieur avait un bord rouge, nettement marqué. Ces anneaux
dessinait sur le sol des ellipses au foyer mobile. Un paysage vénitien, avec ses canaux bordés de tauros, une place d'eau miroitante avec un puits de glace et des escaliers étincelants qui descendent au canot. Divin.